Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous accueillir pour ce nouvel atelier dans la bulle créa de Big 2024, Big 10. Cet atelier sera consacré à la cybersécurité en lien avec le sujet de la création d'entreprise, puisqu'on est dans la bulle créa, et donc aussi avec les entreprises jeunes ou de taille un peu modeste. Cet atelier, nous vous le proposons et nous allons l'animer à deux. Donc moi, donc Hervé Ducrot, je travaille chez BPI France, je suis responsable de la création et de l'entrepreneuriat pour la région des Hauts-de-France. Et mon collègue Antoine, qui est aux manettes, voilà, et qui prendra le micro tout à l'heure. Ce sujet de la cybersécurité, on a prévu de l'aborder sous deux angles, donc deux parties de notre intervention. Une première partie sur quels sont les risques, de quoi on parle quand on parle de risques de cybersécurité et donc quelle protection on peut envisager. Et puis on va l'aborder dans une deuxième partie sous un autre angle qui est dans quelle mesure ce sujet de la cybersécurité, ce domaine, peut être une opportunité pour développer son business, donc pour créer des entreprises dans ce domaine. Pour traiter de ce thème, on a fait venir, on a invité trois experts à qui je vais demander de se présenter sous vos applaudissements nourris. Bonjour à tous, je m'appelle Alice Sutra-Fourcade et je travaille chez BPI France à la direction de l'accompagnement. Je m'occupe en particulier d'accompagnement pour les PME et ETI qui ont trait justement à la cybersécurité. Bonjour à toutes et à tous, Carl-Stéphane Parent, je suis directeur technique et responsable de l'offre chez Ecomobi, une agence digitale spécialisée dans la création d'applications mobiles et de projets web globalement. Et Quentin Bédéno, je suis le directeur de practice, donc je m'occupe de l'encadrement des consultants et du suivi des missions sur l'ensemble de l'activité de STIF, cabinet de conseil, où on accompagne nos clients sur les parties fonctionnelles, GRC, mais également les architectes sécurité et puis les analystes SOC. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et donc, sans attendre, Alice, quand on parle de cybersécurité, quand on parle de ces risques, quand on parle de est-ce que ça concerne toutes les entreprises ou pas, quel est le panorama que tu peux nous dresser et les informations de base que tu peux nous donner? Oui, merci Hervé. Alors, pour commencer à dresser un peu le panorama de manière générale, il faut bien avoir en tête qu'en effet, la cybersécurité concerne toutes les entreprises, des plus jeunes aux plus importantes. Donc vraiment, c'est un sujet à prendre en compte très tôt dans le développement de votre activité. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que plus le sujet est pris en compte tôt, moins il va vous coûter cher en termes de développement, en termes d'infrastructure, en termes de ressources humaines. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Ensuite, le deuxième, c'est évidemment d'évaluer votre risque cyber par rapport à votre activité. Si vous ouvrez une boulangerie ou si vous ouvrez une boîte dans le digital, c'est évidemment pas le même risque. Il faut l'évaluer par rapport à vos actifs les plus importants et pouvoir évidemment apporter des mesures proportionnées. Il y a un troisième point, c'est aussi de connaître la réglementation en cours. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se développer. Il y a notamment une réglementation européenne qui s'appelle NIS 2, qui est un peu en retard, mais qui va arriver et qui va concerner énormément d'entreprises françaises. Il faut bien aussi mesurer l'impact de son écosystème, c'est-à-dire quels sont vos clients, quels sont vos fournisseurs et quels sont éventuellement les impacts, les exigences plutôt que vont avoir vos clients sur la cybersécurité et qui vont se répercuter sur votre activité. Donc ça, c'est vraiment les premiers grands points généraux. Après, pour rentrer un peu dans le concret et vous donner une mesure du risque cyber, il y a trois types d'attaques essentielles qui ont été mesurées par cybermalveillance.gouv.fr. Donc cybermalveillance, c'est vraiment la plateforme gouvernementale d'intérêt public qui va venir en aide à toutes les petites entreprises, à tous les privés et particuliers qui ont été attaqués. Donc ils font chaque année un recensement des types d'attaques. Donc il y en a trois. Il y a le piratage de compte. Donc ça, c'est quand il y a une fuite de mot de passe, typiquement, quand votre mot de passe n'est pas assez sécurisé ou quand son stockage lui-même n'est pas sécurisé. Ça va permettre d'entrer sur votre compte mail, votre compte personnel ou professionnel, peu importe, parce que finalement, ça permet d'avoir des données vous concernant qui vont permettre potentiellement de vous attaquer. Le deuxième, c'est le hameçonnage, qui est aussi connu sous le nom du phishing. Donc ça, c'est très connu. Je pense qu'on en a tous été victimes au moins une fois, par SMS, par mail, par QR code. Les moyens sont de plus en plus développés. Et vous avez notamment, par exemple, des appels avec des faux conseillers bancaires qui vont vous demander votre IBAN ou votre adresse. Voilà, tout ça, c'est des choses qui vont aussi permettre de vous atteindre personnellement et professionnellement.
Et le troisième, ça va être le hameçonnage, le rançongiciel, pardon. Hameçonnage, j'ai déjà dit. Donc le rançongiciel, ransomware. Donc là, c'est vraiment une attaque qui va venir immobiliser les données de votre ordinateur, vous empêcher de continuer à travailler, évidemment, et surtout qui va permettre à l'attaquant de vous demander une rançon pour pouvoir récupérer l'intégrité de vos données. Alors il faut savoir qu'il n'est pas conseillé de payer les rançons. Déjà, ça entraîne un peu le système malveillant. Et deuxièmement, vous n'êtes pas certain de récupérer vos données. Tout ça pour dire que ce type d'attaque peut vraiment porter atteinte à la fois financièrement à votre entreprise, donc le coût de la rançon, mais aussi le coût de l'arrêt de votre activité, et deuxièmement aussi à l'image de votre entreprise. Voilà. Pour embrayer un peu sur comment faire face à cette menace, je vais passer la parole à Quentin. 3 actions, on va rester dans le concret, on va vous donner juste 3 actions très simples pour sécuriser votre système d'information. Quelle que soit l'entreprise, c'est valable parce qu'on va traiter de la donnée, que ce soit vos données bancaires, que ce soit votre liste de clients, que ce soit la liste de vos fournisseurs, que ce soit votre gestion de projet. Vous avez forcément des données et donc il y a 3 actions à mettre en place pour les sécuriser. Le premier, c'est la partie sauvegarde. Ça va vous permettre de survivre en cas d'attaque et c'est un des éléments pour moi qui est le plus important. La sauvegarde, elle doit être sur un modèle qu'on appelle 3-2-1. Vous avez 3 sauvegardes, donc il y en a une qui est en production et puis ensuite vous avez 2 autres types de sauvegardes sur 2 types de supports. Donc ça veut dire qu'il y a un qui est sur un format disque dur et puis il y en a un qui est forcément sur une bande ou peut-être en ligne sur un OneDrive, mais il y a 2 supports distincts. Et le plus important, c'est qu'il y en a un qui n'est pas dans vos locaux. Si demain vos locaux ils se font cambrioler, si les locaux il y a un incendie, il faut que vous soyez en mesure de pouvoir récupérer cette donnée parce que vous l'aurez perdu. Le support physique sera absent. Donc il faut éviter un scénario comme on a eu avec OVH à Strasbourg. Pensez à avoir votre sauvegarde sur un autre bâtiment. Deuxième élément, les mises à jour. Les mises à jour, c'est le premier vecteur d'attaque. Aujourd'hui, un système, il n'est jamais sécurisé à 100% et on découvre des vulnérabilités en général toutes les semaines et on a une nouvelle vulnérabilité. Microsoft, c'est tous les mois, le premier mardi du mois, il vous balance un patch en disant voilà toutes les vulnérabilités que j'ai corrigées ce mois-ci et il vous dit si oui ou non elles ont été exploitées. Entre le moment où le patch y sort et le moment où on a l'exploitation réelle avec des scripts qui sont automatisés, le délai il est d'1 semaine. Une semaine, c'est court, donc c'est vraiment il faut patcher vos systèmes en 24 heures, 48 heures maximum. Pour patcher un système, il faut penser au système d'opération, aux applications, mais surtout, parce qu'aujourd'hui on consomme les applications de cette manière-là, c'est votre navigateur web. Que ce soit Chrome, que ce soit Firefox, que ce soit Edge, que ce soit Safari, il faut sécuriser et mettre à jour vos systèmes d'information. Et en général, il faut penser à redémarrer vos systèmes pour que le patch s'applique. Donc pensez à redémarrer le soir de votre ordinateur, ça ne vous coûtera pas longtemps. Vous l'allumez, le lendemain matin, vous allez chercher votre café, l'ordinateur est prêt. Dernier point, la sensibilisation. La sensibilisation utilisateur, aujourd'hui, ça reste quand même un des vecteurs, des principaux vecteurs d'attaque, que ce soit sur des mots de passe qui sont faibles, que ce soit sur des clics utilisateurs qui sont intempestifs. Donc il y a des actions à faire et à mener dessus. On peut faire plein d'autres choses, mais ça, c'est vraiment les 3 actions concrètes qu'on vous donne à vous, aujourd'hui, créateurs d'entreprise. Ces actions-là, si vous voulez aller plus loin, il y a plein de dispositifs qui vont vous permettre d'y arriver et de les accomplir. Vous pouvez bien sûr solliciter des cabinets de conseil comme le nôtre ou bien recruter un expert en interne sur la cybersécurité, mais on a également des dispositifs, que ce soit au niveau de la région ou bien même avec BPI, avec un Diax Cyber qui permet de faire un panorama à 360 degrés pour évaluer vos risques et avoir votre plan d'action personnalisé pour savoir comment sécuriser votre système. Et Karl Stéphane, tu as pu en profiter. Est-ce que tu peux nous faire un feedback dessus ? Oui, alors moi je vais être un peu moins pragmatique, mais je vais témoigner de mon expérience. En fait, donc, comme je le disais en introduction, nous on est créateurs d'applications mobiles et de sites web, donc on a naturellement déjà une certaine sensibilité à toutes les questions de cybersécurité. J'en veux pour preuve qu'on accompagne pas mal de grandes enseignes et de start-up aujourd'hui, et on est toujours stupéfait de se rendre compte que ce sont des sujets qui ne sont pas vraiment abordés en interne. Pour autant, comme le disait Quentin, il y a beaucoup de sujets à traiter en termes de cybersécurité et on ne savait pas trop par où commencer finalement. Donc ce qu'on a finalement décidé de faire, c'est de se dire comment on peut se faire accompagner. Et c'est comme ça effectivement qu'on a rejoint le programme de Diax Cybersécurité de la BPI. Et on a commencé tout simplement par un audit et faire un état des lieux de nos forces et nos faiblesses en termes de cybersécurité. Et donc on avait un certain nombre de points clés qui étaient déjà traités, mais il y en avait aussi pas mal d'autres qui ne l'étaient pas.
Et donc à partir de cet audit, on a pu effectivement déterminer une feuille de route et commencer effectivement par de la sensibilisation. Ça c'est le point clé, c'est-à-dire sensibiliser l'intégralité des collaborateurs de l'entreprise à toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, en commençant par toute l'utilisation du navigateur, les mises à jour, etc. On a également prévu de faire un accompagnement et une formation plus poussée pour tous les développeurs, puisque forcément, ils ont entre leurs mains pas mal de clés en termes de cybersécurité. On a poursuivi également sur tout le travail autour des postes, la sécurisation des postes informatiques, des postes de travail, parce que c'est comme des passerelles clés au niveau de toutes les problématiques d'attaque, etc. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, comme on crée pas mal d'applications mobiles, en fait, on a un banc d'applications, un banc de tests avec énormément de smartphones. Et donc là aussi, il va falloir travailler justement sur la sécurisation de tous ces devices qui circulent en fait dans l'entreprise, parfois chez nos clients, et qui sont potentiellement des failles de sécurité. Et puis, on a également tout un tas d'autres mesures qui sont prévues, mais je ne vais pas trop les dévoiler, parce que le but aussi, c'est de ne pas trop s'exposer en termes de cybersécurité. Donc même si on est là pour sensibiliser, comme on dit, au moins on en parle, mieux on se porte. Merci de ces premiers éléments. Vous avez été super bon dans la gestion du temps, donc en fait on a du temps devant nous, c'est plutôt confortable. Et donc ça me permet de rebondir un petit peu sur vos premiers éléments. On l'a dit, tout le monde est concerné et tout le monde doit intégrer ces sujets, qu'on soit une entreprise en création, une petite entreprise ou une grande. Évidemment, on n'a pas face à ça les mêmes moyens financiers, les mêmes moyens humains. Et aujourd'hui, on est ici dans un cadre bulle créa, donc plutôt effectivement avec une cible, un public, on va dire, qui est plutôt dans une projection de je vais créer ma boîte ou j'ai une boîte assez jeune. Donc effectivement, pour revenir un peu plus précisément sur cette frange d'entreprise-là, qu'est-ce qui est facilement abordable, qu'est-ce qui n'est pas trop coûteux, qu'est-ce qu'on peut faire sans ressources externes ou qu'est-ce qui nécessite de passer en externe. Et vous l'avez dit aussi, faire appel évidemment à des consultants pour faire un audit ou pour faire des interventions. Est-ce qu'aujourd'hui c'est facile de trouver, quand j'habite à Nantes ou à Lille, un consultant et d'être sûr que c'est un bon? Est-ce qu'il y a des chartes, est-ce qu'il y a des labellisations qui permettent de savoir que je suis face à un professionnel crédible et pas éventuellement à une génération spontanée d'experts qui sont en train de naître parce que cette problématique monte? Je prends le point. Premier point, passer par le DIAC Cyber BPI, parce que tous les auditeurs sont labellisés, ils sont suivis, on a des retours qualité, donc on est bien évalué, bien challengé, donc je pense que ça c'est le premier élément. Deuxième élément, prenez quelqu'un qui a un petit peu de seniorité, demandez-lui son CV ou ce qu'on appelle son dossier de compétences dans le monde du conseil. Vous allez voir le nombre de clients qui ont pu être accompagnés, est-ce qu'il connaît votre secteur d'activité, ça va être des éléments qui vont être probants pour vous. Et plus il aura vu de secteur, et plus il aura d'idées sur comment vous attaquer et donc comment vous protéger. Moi, je resterai quand même toujours sur des profils d'ingénieurs, parce que dans la cybersécurité, même si c'est l'humain avant tout, ce qui va cliquer, qui va faire des erreurs, que ce soit au niveau du développeur, au niveau de l'administrateur ou bien au niveau de l'utilisateur, on reste quand même sur un problématique IT. Donc pour identifier les bonnes personnes, passez sur ça. Faites attention au label de l'ANSSI, donc que ce soit PASSI, PEDIS, PERIS. C'est des super labels, c'est très exigeant, mais vous êtes créateur d'entreprise, vous n'êtes pas sur un système d'État, donc c'est pas la peine d'aller solliciter un ingénieur ou un consultant qui pourrait être labellisé sur ces environnements-là. Il y a le label cybermalveillance qui est plutôt sur la partie réponse à incident. Ça peut être une idée, mais eux, ce sont les pompiers de la cyber. Vous, ce qu'il vous faut, c'est la personne qui va être votre chef d'orchestre, qui va vous préparer au sujet. Dernier point, les certifications ISO 27001, implémenteur ou auditeur, ça peut être des plus. Évitez des labels de produits parce que le produit, ça ne sera pas forcément celui que vous utiliserez, mais ça peut être des éléments intéressants quand même à voir sur le CV de la personne. Et juste pour compléter rapidement aussi sur la partie sensibilisation et formation, vous avez de nombreux supports à disposition. Alors, sur le site de BPI France, sur BPI France Université, mais aussi sur le site de l'ANSSI, il y a un MOOC extrêmement complet qui permet, je trouve, de se former sur un premier niveau. Je pense que c'est bien pour les collaborateurs de vos jeunes entreprises. Voilà, il y a énormément de ressources en ligne pour commencer à se former sur le sujet. Ok, super. On va faire un petit pas sur le côté et on va parler d'opportunités. Est-ce que la cybersécurité aujourd'hui, c'est aussi
une opportunité de création d'activités. Alice, peut-être? Oui, Ouais. merci Antoine. Alors, donc en effet, on peut prendre cet angle-là. La cybersécurité, c'est pas seulement un risque à intégrer dans le business de votre entreprise, c'est aussi une opportunité de création d'entreprise dans ce secteur. Et donc là, je vais m'appuyer sur quelques chiffres et quelques conclusions qui sont sorties d'un rapport qui a été fait par BPI France, le Hub, et par Wavestone, donc le grand cabinet de conseil en cybersécurité et digital, pour vous dire que l'écosystème cyber est assez mature et dynamique. Donc ça fait quelques années que les investissements sont très très importants. Actuellement, il y a plus de 200 startups et scale-up qui existent dans le domaine de la cybersécurité. Il y en a eu 50 qui ont été créés rien que sur les 12 derniers mois. C'est pour vous dire à quel point c'est dynamique. Les levées de fonds là, sur la dernière année ont été de 230 millions d'euros. C'est très important. C'est moins important que les années précédentes. On est quand même sur un ralentissement léger de cette activité, avec un peu plus de prudence, notamment parce qu'en 2022-2023, les investissements étaient exceptionnels. Ceci dit, ça reste dynamique. Et en fait, l'écosystème est prêt. Et donc, il y a vraiment il y a des accélérateurs, il y a des incubateurs, il y a des investisseurs qui sont spécialisés dans le domaine de la cybersécurité. Donc, vraiment, foncez sur le domaine. Il y a 3 types d'activités qui sont vraiment porteurs. C'est ce qu'on a identifié dans notre baromètre. Il y a la sécurisation des données, premier point. La sécurisation des usages de l'intelligence artificielle. Et tout ce qui est accompagnement à la conformité des entreprises. Donc avec la multiplication des réglementations, comment accompagner notamment les PME et ETI dans la prise en compte de ces enjeux. Et je vais rajouter un point aussi, les leviers qui sont essentiels pour réussir dans le domaine de la cybersécurité. Il y en a 2 que je vois essentiellement. Le premier, c'est l'innovation. Donc les boîtes qui réussissent dans le domaine, c'est des boîtes qui sont innovantes, qui apportent une spécificité nouvelle sur le marché, et qui pensent aussi à la scalabilité de leur innovation dès le début du développement de leur entreprise. Parce qu'il y a un gros enjeu dans le domaine de la cyber de simplifier les usages, et donc ça, il faut y penser dès le début. Ensuite, le deuxième, ça va être l'internationalisation. Donc pareil, 65% des startups qu'on a dans notre baromètre, si elles ont réussi, c'est parce qu'elles ont pensé à l'internationalisation dès le début de leur activité. Donc vraiment identifier les marchés cibles, que ce soit asiatiques ou États-Unis ou européens, sur lesquels vous souhaitez vous développer, et vraiment intégrer ça dès le début du développement de votre entreprise. Après, pour finir, il y a des nouveaux leviers aussi qui vont permettre de se développer dans le domaine de la cybersécurité. C'est l'intelligence artificielle, j'en parlais rapidement. Donc l'intelligence artificielle, c'est à la fois un risque, mais c'est aussi une opportunité. À double titre, parce qu'en fait, on peut intégrer l'intelligence artificielle pour optimiser l'efficience des solutions de cybersécurité, et on peut aussi développer des solutions de sécurisation des usages de l'intelligence artificielle au cœur de son business. Voilà, donc pour résumer, toutes les nouvelles technologies innovantes qui vont débarquer sur le marché sont autant d'opportunités pour le domaine de la cybersécurité, puisqu'à la fois, à chaque fois, il y a à la fois des enjeux et des opportunités à relever. Très bien, merci Alice. Quentin, Carl-Stéphane, ça vous inspire? N'allez pas en cybersécurité, on a assez de concurrents comme ça. C'est pas la peine, il n'y a pas marché, fermé, c'est bon. Vous avez de la chance quand même, en fait, en cybersécurité, on aime partager et on aime communiquer. Et donc, je vais vous donner quand même quelques trucs et astuces. Le marché uniquement de l'ESN ou du cabinet de conseil, il est quand même en ralentissement. Et donc pour moi, si je devais créer une entreprise aujourd'hui, je ne ferais pas que ça. Je m'appuierais également sur des solutions technologiques. Aujourd'hui, on va besoin d'accompagner tout ce qui est TPME, ETI. Ils ont 2 informaticiens des fois dans leurs équipes, si ce n'est pas 100% de leur activité comme Ecomobi. Donc, ils sont sous-dimensionnés pour pouvoir traiter tous les sujets. Donc, il y a besoin de s'appuyer sur de l'outillage et il y a besoin de trouver des solutions innovantes pour faire gagner du temps à tout le monde, à vous, à vos clients, pour pouvoir avoir une prestation qui sera à un coût acceptable pour une petite entreprise. Ça, c'est pour le marché français. Pour moi, si on doit créer une entreprise, il faut identifier le problème en cybersécurité. Il y a l'IA, tout ce qui... Alors l'IA, c'est large, c'est très généraliste. On a quand même le LLM, la protection des données, des jeux de données, comment est-ce qu'on les identifie, comment est-ce qu'on les classifie, la protection de l'usage, qu'est-ce qu'on met dedans, que ça soit de la point de vue financier, par exemple si on consomme une API qu'on paye à l'usage chez OpenAI, chez Claude, chez Anthropic, Anthropic et Claude c'est la même chose, il faut se dire tiens peut-être qu'il y a quelqu'un qui va abuser mon système.
Il y a également la partie usage métier. Si demain on imagine un bot RH qui est très pour l'employeur ou très contre l'employeur, ça risque de créer une mauvaise ambiance en interne. Donc attention, ça va avoir des problèmes directs sur vos usages. Donc il faut anticiper ça. Donc ayez une approche vraiment produit et identification du problème pour pouvoir créer sa marque. Et deuxième point, ne visez pas que le marché français. On a plein de problèmes en France, mais en fait aujourd'hui ils sont partagés au niveau de l'Europe, que ça soit NIS 2, que ça soit DORA, que le RGPD, c'est des réglementations européennes. En France, on aime bien durcir le ton avec des exigences qui étaient déjà là. Il n'y a rien de nouveau pour nous sur le marché français sur ces exigences, juste les nombres de personnes qui vont être concernées. Mais si vous êtes capable d'aborder le marché européen, vous aurez plus de clients potentiels et donc vous aurez une facilité à pouvoir développer votre produit et votre entreprise. Oui, alors moi, pour compléter ce que tu viens de dire, c'est ce qu'on observe, nous, c'est que y a trois éléments. C'est que, de un, on a quand même une croissance de la cybermalveillance sous toutes ses formes qui est quand même exponentielle. Il suffit de s'abonner à des lettres d'information dans le domaine du digital notamment ou de l'informatique plus globalement pour se rendre compte que ça tombe toutes les semaines, que des très grosses structures aujourd'hui sont ciblées, services publics, mais aujourd'hui aussi des grandes entreprises. On sait que progressivement ça va descendre vers des entreprises de taille intermédiaire et puis ça va finir par toucher, outre les particuliers, aussi les PME, les ETI. Donc ça c'est un premier élément qui nous donne quand même une information sur le futur du marché. Il va falloir qu'on puisse accompagner tous ces acteurs finalement pour pouvoir les protéger d'une manière ou d'une autre. Le deuxième élément, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est que chez nos clients, que ce soit des startups, où ça peut paraître parfois un peu légitime, ou en tout cas logique, mais c'est plus surprenant parfois chez de grandes enseignes ou de grands groupes, où en fait il y a très très peu de sensibilité aux aspects de la cybersécurité. Quand on pose la question, et on la pose très très vite dans les cadres des projets qu'on développe, puisque ça fait partie de notre process, en fait, en général, on a un joker qui est sorti et ça nous embête un petit peu. Alors, je ne parle même pas des données sensibles, aujourd'hui, qui est quand même pour nous un élément clé pour aborder le domaine de la cybersécurité. Encore une fois, malheureusement, on n'a pas beaucoup de réponses. Et parce que dans ces groupes-là, effectivement, les gens ne sont pas formés ou pas disponibles ou n'ont pas effectivement des outils qui leur permettent de leur simplifier la vie et de répondre à ces problématiques-là. Et puis le troisième point, c'est qu'effectivement, nous on le voit bien, globalement, c'est un marché aujourd'hui qui est pas très adressé, on n'a pas assez peu finalement, même si on travaille dans ce domaine-là d'une certaine façon, on a assez peu de contacts avec des confrères, même si aujourd'hui c'est un sujet qu'on traite au jour le jour. Donc moi je pense qu'il y a un avenir, mais effectivement il faut le cadrer et il faut trouver les bons outils et les bonnes façons de l'aborder. Je rajouterais un point aussi, c'est un vrai ROI, même pour les créateurs d'entreprises comme dans le numérique, mais pas que. Par exemple pour Ecomobi qui fait du développement logiciel, le fait de pouvoir mettre de la cybersécurité, c'est un atout lors de votre vente de votre produit. Là, j'ai eu le cas pour un cabinet de photographie qui se posait la question comment est-ce que je sécurise la partie numérique de mon cabinet de photographie. Rien à voir avec le numérique, ils prennent des photos, ils sont chargés sur un ordinateur, ils l'envoient au client. Mais en fait, il y a toute la partie gestion de la sauvegarde, la gestion des sources, comment est-ce qu'ils les échangent avec leurs clients. Et en fait, pour eux, ils ont vu ça comme un retour sur investissement en disant en fait, on peut mettre une option sur la conservation des données. On vous assure qu'on conserve vos données pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an. En fait, tout ça, c'est des services en cybersécurité que vous allez pouvoir développer pour des métiers qui ne sont pas forcément liés à la cyber et qui vont avoir un vrai ROI pour vos clients et donc pour vous. Sans compter qu'il y a une pression réglementaire qui se tend. Tu l'évoquais tout à l'heure avec un certain nombre d'acronymes. Et pour le coup, ce n'est pas forcément les services juridiques qui sont les plus à même d'y répondre. Donc forcément, il faudra les accompagner aussi. Oui, juste pour terminer là-dessus, c'est vrai que NIS 2, on évalue que ça va concerner 15 000 entités en France. Donc c'est très important, évidemment. Et il va y avoir un vrai besoin, comme disait Karl Stéphane, d'accompagner ces entreprises, et en particulier les PME et les petites entreprises. Merci beaucoup. Je crois qu'on a été très bon sur le timing. Hervé vous projette quelques ressources documentaires qui peuvent vous être utiles. Oui, alors juste pour commenter rapidement, il y avait le livre jaune, entre guillemets, BPI France, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un guide à destination des dirigeants de TPE, PME et ETI, qui a été édité par BPI France en partenariat avec Cybermalveillance et qui vous donne vraiment, c'est gratuit, c'est disponible sur Internet, qui vous donne les bonnes pratiques à mettre en œuvre de base dans votre entreprise,
les guides de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui sont aussi en libre accès. Vous avez notamment la cybersécurité pour les TPE-PME en 13 questions, donc c'est vraiment les 13 points essentiels à adresser. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, cybermalveillance.gouv.fr, sur lequel vous allez retrouver à la fois des formations et aussi des fiches de communication que vous pouvez notamment afficher dans votre entreprise pour sensibiliser vos collaborateurs. Bien. Très bien, merci Alice. Il nous reste un peu de temps pour les questions, si vous en avez. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est l'intelligence artificielle et son importance pour les entreprises? La définition, on va dire, d'expert, elle est trop large. En fait, l'intelligence artificielle, ça va être tout ce qui est système automatisé qui va faire du traitement de données sur lequel, en fait, on ne va pas créer l'algorithme. Ce n'est pas un développeur qui va choisir comment est-ce qu'il fonctionne, mais on est plus sur le programme qui va définir lui-même son algorithme de classement de données, de traitement, de réponse. Et après, il y a différents usages. C'est un petit peu compliqué à rentrer en quelques temps. On va avoir tout ce qui est machine learning, on va avoir tout ce qui est deep learning, qui sont quelques algorithmes, et après on va avoir les usages, que ce soit du Natural Language Processing, donc du NLP, le Large Language Model, qui est une déclinaison du NLP et du deep learning. Donc là, une seule définition de l'intelligence artificielle, c'est dur à donner aujourd'hui pour rentrer dans tous les cas d'usage qu'on a pu voir jusqu'à présent et qui seront développés dans le futur. D'autres ? Bonjour, merci pour les informations. Je voulais avoir votre retour terrain sur le sujet cybersécurité et souveraineté, un sujet qu'on aime beaucoup en France. Sur un secteur particulier ou au sens large ? Secteur stratégique. Bah ça, c'est classifié. Non, sur du secteur stratégique, défense, industrie, on a de la réglementation qui force à avoir des données gérées en interne. Enfin, ça, c'est public, hein, c'est la loi de programmation militaire 2013-2015 qui a été revue. Donc, il y a toutes les contraintes et les exigences sont en place. Mais c'est un marché de niche. C'est un marché de niche qui a déjà été saisi. Donc, pour les créateurs, faites attention, il y a certainement quelqu'un qui est déjà sur le marché et vous aurez peu d'options et d'extensions sur cette affaire-là. Surtout que c'est des systèmes, c'est de la sauvegarde, c'est du traitement de données, c'est des serveurs localisés en France avec des technologies françaises, mais ou open source, donc qui sont maîtrisés en théorie par tout le monde. C'est assez contraint. Et après, le niveau d'exigence, oui, il est très élevé, mais ça dépend vraiment après de chaque secteur. Attention, ça va commencer à impacter les prestataires, que ce soit sur Dora ou NIS2, on le dit. Vos clients, s'ils sont dans un des secteurs d'activité qui sont concernés par... Alors Dora, c'est toute la finance. Vous êtes à la CPR, vous êtes à l'AMF, vous êtes une assurance, un courtier en assurance, vous êtes concerné par Dora. Donc tout ce qui est financier, c'est Dora. Et vous devez gérer vos prestataires. Donc vos clients travaillent dans le secteur financier, vous allez être impacté par Dora. NIS2, pareil. Et ça descendra au niveau des services publics tôt ou tard. Je pense qu'il y a dans moins de 10 ans, la plupart des marchés publics imposeront, dans tout le domaine qui aura une dimension digitale, imposeront un certain degré de preuve finalement qu'on est en capacité finalement de gérer des données sensibles et d'apporter un certain niveau de cybersécurité. Bonjour, merci pour vos précisions. Moi j'avais une question, on a beaucoup parlé de protection, mais j'avais une question sur la détection. On sait que les EDR parfois ne protègent pas très bien. Vous avez parlé de SOC manager. On sait aussi que quand il y a une attaque, elle peut être silencieuse et on peut la détecter 6 mois après, voire un peu plus. Est-ce que vous avez je sais pas, des convictions ou des conseils là-dessus sur tout ce qui va être détection des attaques et des comportements malveillants? Ouais. Allez, en 40 secondes, il y a 5 étapes. C'est le framework NIST qui nous le donne. C'est les Américains, mais c'est un des meilleurs frameworks que j'ai aujourd'hui. On a prévenir l'attaque, on a protéger le système. Ensuite, on a l'attaque, donc il y a la question de la détecter. Ensuite, il y a réagir et restaurer le système. On a nos 5 piliers. Il faut couvrir les 5 piliers quand vous définissez votre stratégie en cybersécurité. Je ne vais pas proposer d'outils, je ne vais pas proposer de méthode, il n'y a pas de bonne façon de faire, mais il faut vous dire il y a 5 éléments
dans le cycle de vie d'une attaque que vous allez subir. Il faut être capable de réagir sur les 5. Et dans le Diac Cyber, on fait vraiment le panel sur les 5. Boum. Merci beaucoup. On conclut. Merci à tous nos intervenants. Merci à tous. Merci. Les questions, si vous en reste, nos spécialistes restent encore quelques minutes dans la bulle. N'hésitez pas à aller les voir. Merci à tous. Merci, bonne journée. Et on vous met là le QR code pour aller créer votre pass créa. Le pass créa, c'est un peu votre compagnon de tous les jours lorsque vous créez votre entreprise. Merci.